dissimulable dans les poches. Bon. Oui, tu as tout à fait raison, mais il faut savoir que le speed, dans le fond, tout ça, c'est produit dans des laboratoires clandestins qui sont gouvernés par les groupes criminalisés, motards et autres. Ça prend toujours la forme de pilule. C'est, bon, une petite pilule qui peut avoir toutes sortes de couleurs. Et des logos qui attirent Volkswagen, Canal, Pepsi. On n'avait pas ce Canada pas dernièrement. Fait que là, et ce qui est drôle par rapport à tout ça, c'est que derrière tous ces logos-là, les jeunes vont y voir justement un effet en se disant Volkswagen, c'était le top jusqu'à date. Ce qu'ils vont nous dire, parce qu'ils ont consommé une pilule qui était le logo de Vaux en se disant celle-là m'a donné un effet contraire aux autres que j'ai pas senti. Encore une fois, le jeune a peut-être oublié l'état dans lequel il était, ce qu'il a consommé en termes de conjugaison avec ça. A-t-il pris des boissons alcooliques? A-t-il pris d'autres pilules qui étaient d'autres laboratoires ou d'autres produits formalisés? Ça peut être différent d'une fois à l'autre, la petite pilule. Absolument. Il a peut-être mixé ça avec des produits que sa mère avait en pharmacie aussi. Et le danger, c'est que c'est vraiment des produits chimiques qui se vendent pas cher. Et c'est là le danger parce que les gens n'ont pas besoin de beaucoup de sous. Vous me dites 10 $ pour une pilule qui fait effet. Ça peut varier entre 5, 10 ou 15. Encore une fois, selon l'offre et la demande. Et c'est ça qui est important. Quand on parle aux parents, on leur dit, écoutez, soyez témoins de ce qui se passe chez vous. Quel est le comportement que votre enfant a? Est-il isolé? Sentez-vous qu'il vit sur des haies? Il est haut dans la montagne, il vit des nivellations, il vit des frustrations quelconques. Regardez, est-il isolé dans sa chambre? Parce que tout à l'heure, on va en parler avec ma consoeur. Il y a certaines petites choses qu'il faut être préoccupé aussi. Mais c'est certain que la notion de pilule aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à cacher que de fumer un gros pétard. Moi, je fais une école par jour, mettons. Après ça, j'ai 3 écoles, 3 écoles secondaires, puis je fais des rotations. Je fais une journée par école. Puis, on est là quand les jeunes sont en pause, les dîners, sur les heures de dîner, on peut être soit à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur. Parce que c'est là que ça se passe. Hein? Oui, surtout l'hiver, les jeunes sont plus à l'intérieur. Par contre, l'été, quand l'été arrive, le beau temps arrive, là, ça se disperse. Là, ça va beaucoup autour des écoles. Et quelle est la réalité que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez comme comportement chez les jeunes? Est-ce que vous vous surprenez de la consommation parfois? Bien, comme je disais, on fait beaucoup affaire avec les intervenants parce qu'eux, ils les connaissent, ils connaissent leurs jeunes puis sont capables de détecter un comportement qui change. Tandis que moi, je les vois plus en groupe, aux pauses, au dîner, tandis qu'un éducateur ou un enseignant va être capable de voir « Oh, aujourd'hui, lui, il est drôle, très, il est sur un rail, là. » Fait que là, il peut transmettre l'information à l'éducateur qui peut, mettons, en état de consommation, va intervenir, puis va... La première ressource, c'est toujours les intervenants en milieu scolaire, qui, eux autres, sont témoins de ce qui se passe. Ils vivent au quotidien cette vie-là. Et ma consoeur, dans ce cas-là, est complémentaire aux ressources existantes. Ils peuvent savoir, oh, le petit Joko, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Et là, on peut aller intervenir, jaser avec lui. Parfois, le message passe mieux par quelqu'un d'autre que le parent. T'sais, on a beau, comme parents, vouloir moraliser un peu, on fait nos beaux discours à nos enfants. On a l'impression, des fois, que ça rentre par l'un, ça sort par l'autre. Est-ce que l'écoute peut être différente avec vous? Comment vous vous adressez aux jeunes? Exemple, moi, j'ai un jeune de secondaire 2 chez nous. Là. C'est sûr, j'en ai parlé déjà de tout ça. Il n'y en a jamais pris, j'espère. En tout cas, sinon, je ne suis pas au courant. Moi, un peu ne pas le dire. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on dit à notre jeune de secondaire 2 là, qui va s'en faire offrir sûrement, malheureusement, bientôt? Là? Comment on lui parle? Bien, c'est d'en parler directement. Puis, bien, moi, au niveau de la police, c'est rare qu'un jeune va venir me dire « je consomme ». Là. Quand j'ai affaire à eux, c'est parce qu'ils ont été pris en état de consommation et ils ont des stupéfiants sur eux.
souvent, le jeune ne va pas toujours s'ouvrir, mais on va le référer à un éducateur ou à un intervenant, une ressource, c'est ça. Des fois, c'est avec le parent que je vais plus intervenir. Est-ce que les parents vous le demandent? Qu'est-ce que je peux leur dire? Ça peut arriver. Ça arrive régulièrement où on va avoir des demandes de parents qui, là, ils font face à une situation, ils sont aperçus, bon, pouf, ils ont pris leur jeune en train de fumer. On a donné un exemple tout à l'heure. Le jeune est en train de fumer, il fume dans un rouleau de papier de toilette, puis il a mis une petite feuille de Bonds pour pas que ça sente la marijuana dans sa chambre. Ou si ça sent trop le Febreze, là, posez-vous des questions, parce qu'habituellement, si ça sent pas le hockey, ils vont être tombés sur le Febreze. C'est louche. Il y a un changement radical. Oui, ben c'est ça. Il y a d'autres choses qu'on peut noter aussi. Le fameux rouleau de papier toilette, comme vous dites, avec le Febreze. Il y a d'autres... S'il y a de la visine là, pour les yeux... Il faut savoir que derrière tout ça, il y a plusieurs signes existants. Le changement de comportement, comme on disait. Oui. Ben, ce que je veux dire, c'est que les jeunes consomment ces temps-ci, c'est la mode, là, les comprimés de méthamphétamine. Puis ça amène des comportements. Il y a des highs, là, ils viennent volubiles, ils viennent hyperactifs. Puis c'est suivi souvent d'une période de dépression un peu, là, où ils viennent plus slow. Fait que ça, des fois, j'en parle aux parents. Votre jeune, pensez-vous qu'il consomme depuis longtemps? Parce que moi, je ne le connais pas tout le temps, le jeune. Là, ils sont 1000 dans l'école. Là, moi, je ne les connais pas tous un peu. Là, le parent, moi, ils ne connaissent pas ça, les parents, les effets. Fait que je les informe là-dessus. Comme entre autres, ça m'est arrivé, un jeune qui est pris en possession de méthamphétamine, puis le parent, moi, je ne connais pas ça. Là. J'explique les symptômes. Je dis, c'est relié beaucoup à la perte de poids. Il dit, oui, mais mon enfant a perdu 30 livres cette année. On ne parle pas d'un essai, là, on parle d'une consommation probablement régulière. C'est des signes qu'on peut voir. On intervient différemment. Dans les milieux scolaires, il y a des interventions qui se font aussi. Il y a des groupes de professionnels qui prennent le jeune en charge et puis ils vont faire un suivi avec les parents. Le jeune veut-tu collaborer pour avoir de l'aide? Ils vont évaluer sa consommation. Il consomme-tu occasionnellement, régulièrement, ou il en prend toujours? Là, c'est vraiment un travail d'équipe. Là. Il y a des indicateurs aussi qui font en sorte que les intervenants vont être en mesure de pouvoir aider adéquatement les parents. Mais la grande question à laquelle tout le monde cherche la réponse magique, que fait-on et que dit-on à nos enfants? Soyons le plus honnêtes, parce que votre choix de réponse, c'est celui qui convient à vos valeurs familiales. On a des parents, nous autres, qui font fumer leurs jeunes, qui invitent à fumer leurs jeunes, partagent ça la fin de semaine. Est-ce que moi, comme policier, je peux m'opposer à cette notion-là? Je sais une chose, par contre, c'est que la loi fait en sorte que c'est interdit. Il y a des jeunes qui valorisent, j'ai le droit d'avoir un plan de potes chez nous, tout ça. Tu n'as pas le droit d'en avoir. Mais au-delà de ça, c'est interdit, que ce soit en possession simple ou en possession dans le but de trafic. Donc, le fait simplement de te donner une pelule, de te dire « essaye ça », ça naît du trafic. Puis, il ne faut pas juste y aller, nous autres, d'une façon répressive. C'est sûr qu'on vise ceux qui font la vente, le trafic. On est conscient de ça, qu'il n'y a pas de limite. Mais je pense qu'en sensibilisant les jeunes, en étant des personnes ressources, comme policiers en milieu scolaire, déjà, on crée un lien, un attachement avec ces jeunes-là. Ça peut donner un certain effet. Ça n'enlèvera pas toute consommation, ça n'enlèvera pas les vendeurs. Mais je pense que les parents aussi, de part et d'autre, en se posant la question, qu'est-ce qui fait mon jeune? Comment réagit-il? Une jeune fille là, qui arrive, là, qui est habillée par une carte de mode, là, puis elle livre le petit journal de Québec, là, il y a un problème, posez-vous les bonnes questions. Peut-être qu'elle en vend, là. Ouais. Ou elle a peut-être des chums qui l'aident en avant. Mais depuis que vous êtes dans les écoles, vous voyez une différence au point de vue des revendeurs, là, ça se tasse un peu, du moins. Il y a des déménagements, puis ça, c'est clair. Ça, c'est le côté positif. Puis il faut savoir aussi que dans le milieu scolaire, nos premiers partenaires sont le personnel, les enseignants, la direction, les surveillants avec qui on va faire affaire. Nous autres, là, on n'a pas pris à job à personne. On est venu compléter l'expertise dans le milieu scolaire.
On n'empêchera pas qu'il y ait des revendeurs, c'est certain. Je pense qu'il faut travailler à la base et travailler avec notre jeune pour lui faire comprendre les dangers de ça. Et vous devez vous en faire poser des questions avec toutes les pilules chimiques qu'il y a aujourd'hui. Le but, c'est que les jeunes comprennent que c'est dangereux. Il y a un choix à faire. La publicité que vous nous avez présentée permet justement aux parents de voir la réalité auquel le jeune est confronté. Parce qu'aujourd'hui, il a à faire des choix. Ouais. Je perds-tu mes chums, faire rire de moi, me faire niaiser. Ouais. Hey, t'es un loser, t'es pas un gamer. Alors que là tu as la notion de valoriser aussi ton choix personnel. Nous autres, là, si on retourne comme en arrière, on a changé. On dit, regarde, si aujourd'hui tu consommes, il y a des risques. Internet est là, les jeunes sont là, ils ont des conférences par nos policiers en milieu scolaire. Le jeune, là, je pense qu'il est équipé pour faire des choix, mais s'il est appuyé par ses parents, ça va être encore plus facile. Oui, et pour ça, il faut que le parent soit vraiment à l'écoute. Vous en surprenez des parents, des fois, avec ce que vous leur révélez? Souvent, les gens croient que leur enfant ne consomme pas, là. C'est un premier de classe, parfois. Oui, les garderies, c'est comme une deuxième famille. Hein. Nos enfants passent presque autant de temps avec l'éducatrice qu'avec leurs parents, sinon plus dans certains cas. Marie-Josée Portelance, bonjour. Bonjour. Vous êtes une spécialiste du monde de la petite enfance et fondatrice du site Éducatou, Zone Parents et les autres sites dont on va parler aussi. Le choix d'une garderie, d'un CPE, c'est un choix qui est important parce que ce sont nos trésors là, qu'on dépose là. Et il faut vraiment faire les bons choix et il y a des façons de faire. Hein? Oui, absolument. Premièrement, un enfant qui vient au monde doit... on doit se réserver notre place. Exactement. Hein? Il y a une liste de guichets qui existe par région, où est-ce qu'on va simplement inscrire son enfant. Est-ce que je peux l'inscrire quand je pense peut-être tomber enceinte ou quand je suis enceinte? Non. Aussitôt que l'enfant est au monde, on peut l'inscrire sur la liste. Oui, la fameuse liste. La liste. Elle est par région, donc c'est simple. Sur zoneparent.com, on peut à l'accueil juste aller sur la liste des guichets. Okay. Et puis, c'est simplement d'inscrire son enfant et de suivre l'évolution. Parce que si on décide de retourner au travail un petit peu plus tard et que notre enfant est rendu à 18 mois, il faut aller sur la liste puis adapter, ajuster parce que le groupe d'âge peut changer pour l'enfant. Donc, ce qui est intéressant sur le site de Zone Parents, on a toute l'information sur les CPE dans notre région, les garderies en milieu familial également. On peut donc vraiment connaître le portrait de notre région et s'y inscrire officiellement. Absolument. Puis, sur Zone Parents aussi, il y a le guide des ressources où est-ce que l'éducatrice en milieu familial peut être venue elle-même entrer ses coordonnées si elle a des disponibilités et les parents peuvent communiquer directement avec elle. Bon, ça, c'est intéressant parce que, on dit faire le choix. On a l'impression qu'on n'a pas de choix puis on prend ce qu'il y a, ce qui reste. Est-ce que c'est faux, ça? Bien, c'est vrai qu'on a cette impression-là, mais je pense pas qu'il y a personne qui retourne au travail et qui a laissé son enfant à la maison toute seule. Non, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'on a un choix à faire. Moi, je pense qu'à la base, il faut y aller avec nos valeurs puis essayer de voir si on est plus milieu familial ou installation, garderie, où est-ce qu'on parle de CPE, garderie privée. C'est quoi la grande différence au point de vue de l'ambiance là, dans ce qu'on peut rechercher? Là? Dans l'installation, CPE, garderie privée, c'est des milieux où est-ce que c'est plus un cadre plus collectif, où est-ce qu'il y a des groupes d'âge, où est-ce que on a des groupes de 0, les poupons, on va avoir les groupes de 2 ans, et les enfants sont dans des groupes de 10 enfants environ. Là. Du même âge. Du même âge. C'est ça. En milieu familial, c'est du multi-âge. Donc, on a des enfants, une éducatrice qui a des enfants de 0 à 5 ans et elle doit s'occuper du dîner, elle doit s'occuper de la programmation, elle doit s'occuper de beaucoup d'aspects. Comme à la maison, d'une certaine manière. Puis moi, j'ai été une éducatrice en milieu familial pendant 8 ans, donc ce rôle-là, je le connais très bien. Et là où est-ce qu'on a besoin d'activités, de préparer les choses, le milieu familial et l'installation
suivent le même programme éducatif. C'est basé sur le même programme. Ils sont évalués, sont formés dans les deux cas également. On n'a aucune crainte à avoir un milieu familial ou une installation. La base est la même. Mais les garderies qui ne sont pas à 7 $, comme on dit, qui sont privées, est-ce que là, ils ont les mêmes exigences, les mêmes surveillances aussi? Il y a les garderies privées qui sont collectives aussi, où est-ce qu'il y a le plus grand groupe. Et il y a les garderies, disons qu'on pourrait appeler ça une garderie privée, mais une maman à la maison qui décide d'ouvrir un service de garde, c'est pas une garderie privée. C'est une garderie en milieu familial, non subventionnée à contribution réduite. Donc, pas surveillée, pas formée. Exactement. Okay. Mais ça n'enlève pas qu'avant que les bureaux coordonnateurs existent et que tu sais ce que c'était, là. Une maman à la maison, moi, j'ai commencé comme ça et ensuite, les bureaux coordonnateurs, on a été formés. Ce qui est bien pour un milieu familial, à savoir pour une maman qui pourrait dire « est-ce que je veux laisser mon enfant avec une madame dans sa maison? » En fait, c'est une éducatrice. Elle est formée. Elle a un 12 heures de développement de l'enfant obligatoire à faire. Elle a 45 heures de formation à faire et elle a un perfectionnement de 6 heures à chaque année. Les bureaux coordonnateurs font des visites, des évaluations. C'est très, très bien régi, le milieu familial. Puis ça a un contexte chaleureux, familial, que moi, c'est ça. Qu'on retrouve à la maison. Absolument. Un peu, là. Exactement. Quand on choisit, on parlait du fait qu'on peut communiquer avec peut-être les futures éducatrices sur le site. La communication, c'est vraiment indispensable avec l'éducatrice. Absolument. En fait, pour que l'enfant se développe en harmonie, la base d'une bonne entente, c'est la communication entre le parent et l'éducateur. Mais il ne faut pas oublier l'enfant, parce que l'enfant communique aussi. Ouais. Donc, nous, on a créé, en fait, nous, Éducato, Denis, mon mari et moi, on a créé un agenda qui, au départ, c'est le début d'Éducato. C'est là où ça a tout commencé. Parce que dans notre milieu familial, vous savez, les agendas de communication, ça existe, puis on passe des heures de pause à remplir ça, puis il y a une belle journée et tout ça. Et nous, oui, c'est ça. Puis un agenda de communication, pour nous, c'est pas un endroit où on règle les problèmes. Là. Si ton enfant est mordu, c'est pas l'endroit où écrire ça ou peu importe. Donc, nous, on a voulu créer un outil, mon compagnon de route, pour nous simplifier la vie, mais surtout intéresser le parent. Parce que la problématique, c'est qu'on passe nos heures de pause à remplir ça en tant qu'éducatrice, puis le parent n'a pas le temps de le lire. Tandis que mon compagnon de route, la mission première, c'est justement d'impliquer l'enfant. OK? C'est sûr qu'il y a les petites routines où est-ce que c'est l'enfant. Moi, ce que je faisais dans mon service, c'est que après la collation, l'enfant dessinait comment il s'est senti. Parce que pour moi, c'est important que l'enfant dise comment il s'est senti et que je décide pas ça à sa place. Toi, l'enfant peut s'être senti super heureux parce qu'il est allé au parc avec son père la veille. Puis il va l'écrire, il va dire, moi, là, il va choisir. Bien, oui, puis pourquoi tu t'es senti bien, Josée? Donc, c'est pas seulement que l'éducatrice qui le remplit, c'est le jeune en même temps. Exactement. Puis on a mis la place pour que l'enfant fasse sa propre part. Les mains, c'est le repas. Une sortie à l'extérieur ou au parc, il y en a plusieurs. On brosse les dents, ça peut continuer comme ça. On peut refaire la série, ensuite le dodo, dépendant de... Mais dis-moi, t'accroches où dans la maison? À l'entrée, dans la chambre de l'enfant, près du frigidaire, dans la salle de bain. Il y en a pour le lavage de mains, Josée. Il y en a pour tous les goûts. C'est fun. Ça décore la maison. Oui. Puis un autre aspect que j'aime beaucoup, qui vient englober tout ça, c'est le tableau de motivation. Toujours avec Pony, notre meneur de jeu. On a même présenté Pony un instant. Pony est très populaire. Là. Oui. Il est dans le cœur de 10 000 enfants. 10 000 enfants. Comme au Québec. Alors, comme l'agenda, mon compagnon de route, d'ailleurs, il accompagne l'agenda. C'est le meneur de jeu. Et il y a le site Pony. Avec beaucoup de matériel. C'est ça? Pony.ca. Pardon. PONI.ca. On peut télécharger des jeux pour les enfants. Il y a des histoires. Denis, mon conjoint, qui est fondateur d'Éducato, écrit des histoires pour les enfants. Elles sont extraordinaires. Il y a toute une belle philosophie qui aide l'enfant
à s'exprimer. Vous allez voir sur Pony, il y a beaucoup de matériel. Donc, même pour les mamans qui sont à la maison avec les enfants, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire comme activité. Y a-tu plein de suggestions, dans le fond, là? Plein. Même sur educato.com, là, dans la boîte à outils, il y a des thèmes et des activités. Il y a des sorties à faire avec les enfants en semaine de relâche. Il y a de tout. Il y a des millions de pages à voir sur educato.com. Donc, nos sites sont vraiment axés pour la famille. C'est vraiment... Et ce fameux tableau de motivation, comment ça fonctionne? Bien, ce que j'aime de ça, c'est qu'on peut l'appliquer dans n'importe quelle situation. Exemple, on a une difficulté le matin pour la routine, l'enfant se brosse pas les dents, là, on est pressé, tout ça. Le tableau de motivation, ça agit par lui-même. Dans le sens où on le présente à l'enfant, on peut le fixer par rapport à n'importe quel objectif qu'on va atteindre. Puis, un peu le même principe qu'on vient poser. Celui-ci, là, il est créé pour un service de garde, ou on peut l'appliquer pour notre enfant, mais on a mis semaine 1, semaine 2. Mais on peut venir apposer la petite vignette « Ah, j'ai une super journée » ou n'importe quoi. On s'en sert, le tableau de motivation, pour là où est-ce qu'on veut travailler des aspects avec notre enfant. Où est-ce qu'il y a un problème. J'ai l'impression, en garderie, en CPE, vous n'avez pas le choix d'être très organisé, structuré aussi. C'est à telle heure qu'on mange. Est-ce que c'est plus facile d'intégrer pour l'enfant une routine quand c'est déjà décidé, on suit le groupe, versus quand on est à la maison où là, peut-être que l'enfant sent un petit relâchement et ces outils-là peuvent aider dans ce sens-là. Parce que, effectivement, en service de garde, en service éducatif, tout est programmé. On le sait que le matin, on arrive, c'est l'accueil, c'est le rassemblement, c'est la collation. On connaît la routine. Tu sais, Josée, si tu n'avais pas de routine là, dans la vie, là, c'est sûr que tu arriveras en retard au travail ou en fin de journée. C'est la même chose pour les enfants. Mais à la maison, la routine est un petit peu moins, comme tu dis, rigide. Et là, ça fait juste simplifier le travail du parent, dans le fond. Oui. Tu sais, ça évite les « Ah, ben là, on va être en retard. » Tu sais, ça fait juste favoriser l'environnement, puis l'enfant se développe dans l'harmonie. Dans l'harmonie, c'est ça. Et dans le plaisir. Sur le site de Zone Parents, on a dit qu'il y a beaucoup de ressources et il y a des blogs aussi qui peuvent être très intéressants avec des spécialistes. Surtout pour les parents. Oui, spécialiste Brigitte Langevin du sommeil, il y a Manger futé, il y a l'ABC des sorties avec Maud Dubé. C'est une zone blog où est-ce que les parents vont y trouver toutes les réponses qu'ils cherchent, c'est sûr. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que comme parent, si j'ai un questionnement par rapport au sommeil, exemple, et d'ailleurs, on en parle dans Famille 2.0 avec Mme Langevin, il y a un contact qui peut se faire, il y a des questions qui peuvent se poser. Absolument. Est-ce que tout ça est gratuit? Oui, absolument. Puis il y a déjà plusieurs questions qui sont déjà posées que vous allez sûrement trouver réponse. Il y a une sexologue, il y a de tout là, sur Zone Parents. Il y a aussi le guide de ressources, j'en ai parlé un petit peu, mais le guide de ressources, c'est un bottin de la petite enfance qu'on a créé où est-ce que plusieurs spécialistes de la petite enfance viennent y afficher leur service. Donc, c'est intéressant. Si on cherche une ressource en particulier, on va le trouver sur le guide de ressources sur Zone Parents ou sur Educato. Donc, on va être des parents parfaits avec toutes ces aides-là. Mais surtout des parents qui vont être heureux. Et il y a tout plein on n'a pas eu le temps de tous les présenter, mais il y a des petits cartons aussi, dire au revoir aux copains, la baignade, se laver les mains. Bref, on aime ça et c'est vraiment coloré et amusant pour les enfants. Merci beaucoup, Marie-Josée Portalard. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Bien, ça me fait plaisir de te recevoir. Pour nous joindre, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez revoir également des extraits de l'émission Famille 2.0, vous allez sur vtele.ca/Famille 2.0 pour commenter questions également sur facebook.com, la page Famille 2.0, sur twitter.com/Famille 2. en lettres, POINT 0. On fait une courte pause. On a encore des trucs pour vous, des trucs de super maman. La famille, les enfants, c'est bien, mais il faut se réserver des petites cases de couple avec les copines aussi. Et on va vous obliger à avoir un autre tableau dans la maison. Dans quelques instants, on vous explique ça.
vendredi, notre maman du Club des super mamans va venir nous donner des trucs, des idées, des conseils, des nouveautés, tout ce qui touche le monde de la petite enfance 0-5 ans, des futures mamans aussi. Émilie Robitaille, allô? Toute une mission qui sera très plaisante. On va expliquer tout d'abord, c'est quoi le Cercle des super mamans? Oui, c'est un site Internet, en fait, où les mamans peuvent trouver des ressources pour acheter des produits, des services, faire des activités. Donc, à tous les mardis matin, un petit peu partout en région, on a un partenaire qui vient, qui offre qui fait une démonstration du service pour la maman. Puis là, elle peut voir un peu si ça lui plaît, si elle s'inscrit pour 1 an. Ça lui permet de rencontrer d'autres mamans qui sont un petit peu dans la même situation qu'elle, d'échanger. Donc, nous, c'est un petit peu notre mission, c'est ça, dans le fond, on est un réseau social, mais maternité-famille. Maternité-famille, et c'est là qu'on va aussi découvrir tout ce qu'il y a de nouveau, que ce soit pour l'allaitement, les produits, les services, tout ce qui peut toucher la petite enfant. Les nouvelles tendances. Et ce qui est tendance, c'est de se faire des calendriers. Oui, c'est de ça qu'on va parler semaine aujourd'hui, parce que conciliation travail-famille, c'est le grand défi de toutes les familles. Mais il faut organiser vraiment les choses. C'est la clé, je pense. Je pense que oui. Aujourd'hui, je vous parle de l'organisation pour la maman, en fait. Comment retrouver son rôle de femme, d'amis, de conjointe, à un coup que le petit dernier rentre à l'école ou à la garderie. Donc, je me suis inspirée du livre sur la conciliation travail-famille que ma collègue Claudie Arsenault a écrit. Et puis, je me suis dit, bon, c'est vrai, quand on planifie quelque chose sur un agenda, d'aller chez le dentiste ou d'aller faire le changement d'huile pour la voiture, on y va. On y va. Ouais, alors, c'est vrai. si on se planifie un souper de filles aux 6 semaines, on va y aller. On va y aller. Alors que si on ne le met pas dans le temps, on ne l'écrit pas, quelque chose va arriver et on va l'oublier. Puis le conjoint aussi. Si le conjoint, il voit venir, lui aussi, il ne va pas comme faire « Hey, mais moi, vendredi, j'ai une partie de golf ou je suis pas là, compte pas sur moi. » C'est « Non, retourne à la case et tu vas voir. » Comme lui, il a sa partie d'hockey ou son match de foot. Donc là, j'ai amené 2 modèles. Il y a le planificateur qui va sur le frigo. Celui-ci est aimanté, on écrit, on efface, on recommence à chaque mois. Lui, moi, je l'ai aussi, puis je l'aime beaucoup sur le frigo aussi pour les urgences ou les petits détails, tout ça. Les dernières minutes. Mais le papier, ce qui est agréable, c'est que plus nos enfants sont grands, ils peuvent participer. Puis là, c'est un petit peu plus concret pour eux. Parce que ça vient avec des petits collants vraiment intéressants. Des collants. Si vous êtes un peu scrapbooking, c'est encore mieux aussi. On sort tout ce qui nous reste. Puis, on s'achète des crayons de fun. Moi, je fais pas beaucoup ce genre de choses-là. J'apprends en côtoyant Claudie. Mais je me suis rendu compte qu'avec des outils plaisants, ça va encore mieux. Fait que des crayons de couleur, des collants, des acétates. Puis là, on se lance. Puis, on se permet de rêver un peu en faisant ça. On y va vraiment avec nos désirs. Si on le sait qu'à l'automne, on a toujours un petit down avec notre conjoint parce que c'est difficile à rentrer, les réalités, tout ça, ben on se planifie un peu d'avance un week-end d'amoureux. Puis, on s'oblige. C'est ça, il faut le prévoir parce que tout va vite. Et en même temps, c'est intéressant parce que pendant tout le mois de septembre, on va penser à notre week-end d'amoureux de la mi-octobre, par exemple. C'est ça. On s'y prépare mentalement aussi. Oui. Moi, à chaque 6 semaines, j'en ai un souper de filles. J'ai une gang de filles. Ça fait 3 ans. Là, il faut le prévoir. Caroline n'a pas appelé encore, c'est à son tour. Fait que, tu sais, je le sais, puis là, je le mets en évidence. Mon chum, il va se préparer. Mais aussi, à chaque automne, on a des couples d'amis, on part un week-end, on se ramasse des sous. Pendant l'année, on se parle. Chacun choisit notre tour à quel endroit on va. Donc, ça alimente le plaisir, puis ça nous aussi concentre. Là, c'est comme cette semaine-là, on s'en va, on relaxe. Des week-ends en famille aussi, il faut les prévoir, mine de rien, sans décider tout de suite qu'est-ce qu'on va faire dans un mois, mais au moins on prévoit que tel week-end, on va être en famille. Ça, on peut le faire avec les enfants. On choisit une couleur qui nous ressemble à notre famille, puis là, on décide à chaque
mettons, 3 dimanches, on a quelque chose de particulier. Une bonne idée aussi, c'est de ramasser des sous quand on veut rêver pour partir en voyage. Oui, nous, on le fait parce qu'on a peut-être un projet pour l'Europe. Alors, on a notre pyramide ici qui ramasse les sous, puis ma plus grande, régulièrement, elle compte les sous, elle nous dit où on en est rendu. Fait que c'est sûr que ça implique tout le monde, là. Ma petite fille de 3 ans trouve des scènes noires. J'ai des sous. Fait que tout le monde est impliqué, puis ça sensibilise les enfants aussi, justement, on prend beaucoup de sous pour se rendre à une tour Eiffel, là. On donne aussi des tableaux de tâches domestiques aux enfants. Ça, c'est intéressant aussi parce que avec le rythme de vie de fou qu'on a, ça peut être intéressant que les jeunes comprennent l'importance de l'aide, là. Oui. On peut se mettre aussi au début, hein. Maman fait la vaisselle, le lavage, l'épicerie, elle se met des collants. C'est papa, ça. Oh, OK, excuse-moi, papa. Mais on peut le faire aussi pour que l'enfant voit, mais ça dépend de quel âge aussi on parle de l'enfant. Mais je pense qu'un enfant, à partir de 5-6 ans, peut commencer à avoir des petites tâches. Puis souvent, à partir de 8-9 ans, il rechigne sur les petites tâches. Alors, au lieu de répéter toujours à ta grande, ben moi, je fais ça, tu te mets des collants toi-même. Ouais, hein? c'est vrai. Alors là, ça fait